Vous savez, je crois que le sommet de ma recherche, le moment divin, si je croyais en Dieu, c'est pas aux archives nationales, mais c'est dans des archives privées. Bon, je feuilletais, j'étais déçu. Ça ne m'apportait rien. Et il y avait un dernier dossier parmi tous ceux que j'avais pris, et il y avait marqué « très secret ». Alors j'ouvre là, et puis il y avait un papier qui dépassait de ce trac sans intérêt. Et ce papier, c'était le papier à lettres de Jean Moulin. Et ce qui dépassait, c'était la première ligne de la lettre, mon général. C'était l'écriture de Jean Moulin. Et évidemment, j'ai tourné la page. Et c'était la dernière lettre de Jean Moulin au général de Gaulle. C'était quelque chose que je cherchais depuis des années. Mais j'avais abandonné mes recherches. Personne ne connaissait cette lettre. Je pensais que tout ça était perdu. Et là, je découvre cette lettre dont je ne pensais jamais qu'elle pourrait se trouver là. Et ça, vous comprenez bien que ça a été pour moi à la fois un moment, vous le voyez aujourd'hui, un moment, c'est un des moments les plus bouleversants de mon existence. Entre sa domination et sa mort, la mission de Jean Moulin ne durera que 18 mois. Cordier remonte le cours de la vie de Jean Moulin avant qu'il ne devienne Rex, cherche les raisons de son engagement. Quand Moulin est arrivé en Angleterre, De Gaulle avait abandonné l'idée de faire une armée secrète clandestine en France. Parce qu'il était persuadé, d'après tous les rapports de gens, qu'on n'y arriverait jamais. Et Moulin, lui, se présente avec une organisation dont le pivot, l'essentiel, est une organisation militaire. Et en lui disant non seulement c'est possible, mais elle est en train de se faire en France. Ce qui était... Ça, il poussait un peu loin le bouchon. Ça. Moulin rentre dans le bureau du général de Gaulle. Oui, c'est déjà une légende à cause de la radio. N'oubliez pas que le grade de Jean Moulin de préfet est supérieur à celui du général de Gaulle, qui était sous ses ordres dans les départements. Bon, il en a vu d'autres, des généraux, il en a vu. Il n'est pas impressionné par le grade, mais il rencontre quelqu'un qui, en dépit de ses préventions, seul de l'armée française, à ce niveau, a franchi le pas. Voilà ce qui était dans la tête de Moulin. Alors pour quelqu'un qui n'est pas gaulliste, Moulin n'aimait pas les généraux, c'était un homme de gauche, c'était difficile d'imaginer deux personnages aussi éloignés l'un de l'autre. Mais n'oubliez pas que tous les deux, ils sont à peu près de la même génération. Moulin a 43 ans, De Gaulle a 49 ans. La séduction, elle a joué à plein dans le sens de Gaulle-Moulin. Il a reçu Jean Moulin à déjeuner, ils sont restés 2 heures ensemble, et au bout de 2 heures, Jean Moulin était devenu le messager du général de Gaulle. La dernière chose, c'est qu'il n'avait pas le choix. Pour faire ce que de Gaulle a demandé à Moulin de faire à l'égard des 3 mouvements résistants, c'est-à-dire les soumettre à son autorité administrative, politique, militaire, il n'avait personne. Moulin lui proposait de le faire. C'était un préfet. L'homme avait la carrure. Pourquoi aurait-il choisi quelqu'un d'autre ? Jean Moulin doit mettre sur pied l'armée secrète. Il doit coordonner et rallier chacun des 3 mouvements de la zone libre à la France libre. Combat d'Henri Freinet, Franc-tireur de Jean-Pierre Lévy et Libération d'Emmanuel Dastier de la Vigerie. Dissensions idéologiques, lutte d'influence, conflits personnels, déjà l'après-guerre se prépare.
un objectif imprévu dans la mission de Jean Moulin, c'était d'accorder, de réaccorder les mouvements. Et Jean Moulin, à ce moment-là, a eu un rôle considérable. Vous comprenez pourquoi? Parce que, au fond, la lutte, elle n'était pas entre les mouvements de résistance et de Gaulle, elle était entre les mouvements eux-mêmes pendant des mois. Je dois vous dire que dans mon innocence, je n'en croyais pas mes yeux. Parce que pour tous les agents de l'ombre, nous ne savions pas ce qu'était la résistance, mais nous avions quand même une vague idée préconçue, c'est que la résistance était une succursale civile à l'armée du général de Gaulle. Et que, qui commandait à Londres commandait la résistance. C'est-à-dire, c'était tout à fait interchangeable. Et là, je voyais des hommes qui, sur le plan militaire, refusaient d'obéir. Alors ça, vous savez, pour le jeune lieutenant que j'étais, c'était une chose mais absolument incroyable, qui était passible du conseil de guerre. Enfin, je ne comprenais pas, comment Rex, qui était le patron, pouvait accepter de discuter avec quoi? Et c'est là que l'on revient au climat délétère qui existait entre les résistants et surtout entre la résistance des chefs et Jean Moulin. C'est que ce qui aurait dû se passer normalement dans un climat de confiance tel qu'on aurait pu l'attendre de gens qui risquaient tous les jours leur vie pour la même cause, eh bien, c'était pas ça. Et c'était au contraire non seulement un climat de méfiance, mais un climat de compétition. Et au fond, on touche du doigt là un des éléments de la tragédie de Caluire. C'est que, oui, dans l'état mental dans lequel se trouvaient les chefs de la résistance de zone libre à l'égard de Jean Moulin, à cette époque, qui était pratiquement le pic des conflits, puisque Caluire arrive au moment où les trois chefs des mouvements de la zone sud sont à Londres avec un but extrêmement précis: obtenir du général de Gaulle la révocation du général de Lestrin comme chef de l'armée secrète et de Jean Moulin comme représentant personnel du général de Gaulle, et la suppression de son poste et la nomination d'un représentant de la résistance, zone sud et zone nord confondues, à Londres, auprès du général de Gaulle et à Alger. C'était ça, le voyage. Et donc, ça donne tout à fait le climat qui était à ce moment-là, à ce moment précis où arrive Caluire. Malgré les violentes querelles au sein de l'état-major de la résistance, Jean Moulin aura finalement accompli sa mission. La seule autorité de De Gaulle, face aux Alliés, face à Vichy, est enfin reconnue. La première réunion du Conseil national de la résistance s'est tenue le 27 mai 1943, et le général de Lestrin a été nommé chef de l'armée secrète. Mais le 9 juin, de Lestrin est arrêté par les Allemands à Paris, alors qu'il se trouvait en compagnie de René Hardy, un homme du mouvement Combat. L'armée secrète est décapitée. Daniel Cordier quitte précipitamment Paris et se rend à Lyon, capitale de la résistance et de toutes les trahisons, pour en informer Jean Moulin. J'ai dit de Lestrin, tout de suite compris. Je l'avais jamais vu dans cet état. Il avait les traits tirés et je ne sais pas comment. Il avait rencontré dans la matinée quelqu'un qui lui avait annoncé qu'il avait vu Hardy à Lyon. Et il a tout de suite attaqué là-dessus. Comment se faisait-il que Hardy, qui avait rendez-vous la semaine précédente à Paris avec le général de Lestrin, pouvait être à Lyon 8 jours après, en liberté, alors que le général de Lestrin était arrêté. C'était ça
qu'il n'arrivait pas, et il n'arrivait pas à comprendre. Il m'a dit, mais surtout, avertissez tout le monde que si Hardy demande des rendez-vous, il ne faut pas y aller. Dans la dernière lettre de Jean Moulin au général de Gaulle, datée du 15 juin, Moulin annonce l'arrestation de Lestrin, se plaint de la violente campagne de Freinet contre lui. Il précise tous les comptes rendus des réunions ont été saisis par la Gestapo dans la propre chambre de Freinet. 2 jours plus tard, le 17, Moulin écrit à sa mère et à sa sœur « Je suis en parfaite santé, tout va bien, et les affaires ne marchent pas trop mal. Je vous embrasse toutes les deux. » Le 21 juin, une réunion est organisée à Caluire, près de Lyon, pour trouver un remplaçant au général de Lestrin. Mais quelqu'un a trahi, et tous les participants sont arrêtés par Klaus Barbie et la Gestapo. René Hardy, qui était là mais n'avait rien à y faire, parvient à s'enfuir. Tous les soupçons se portent sur lui. Ma conviction, dès que j'ai appris l'arrestation de Caluire et tout ce qui avait entouré Caluire, bon, ma conviction était celle de pratiquement tous les chefs de la résistance, tous les responsables de la résistance étaient tout à fait convaincus depuis l'arrestation, depuis le premier jour de la culpabilité d'Hardy. Les soupçons étaient très 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 forts. Mais une chose est d'avoir une conviction et une chose est de tenter d'écrire l'histoire. Lorsque j'ai entrepris mon travail sur Jean Moulin, j'avais décidé de ne pas évoquer l'affaire de Caluire. Je ne suis pas juge et pour moi, Caluire n'était pas un problème. Caluire, hélas, Moulin était impliqué en tant que victime, puisqu'il avait été arrêté. Mais en dehors de ça, malheureusement, il n'était pas du tout impliqué. Donc, ça ne faisait pas partie pour moi de la mission de Jean Moulin. C'était le terme de la mission de Jean Moulin. Ça ne faisait pas partie. Moulin était entré, et puis la Gestapo était arrivée, et puis il l'avait emmené, bon, et puis il l'avait assassiné. Caluire, pour moi, c'est ça. Je fais un constat, je le déplore. Je vous ai déjà dit que pour moi, ce n'est pas... Oui, c'est la disparition de Moulin, mais ce qui est important dans l'affaire Hardy, c'est le changement de politique qui s'effectue à l'intérieur de la résistance. C'est-à-dire, De Gaulle va perdre une grande partie de tout ce qu'a fait Jean Moulin. Une grande partie de ce qu'a fait Jean Moulin va, au fil des semaines, être détruit. C'est ça qui est important dans l'arrestation de Moulin. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui appartient à l'histoire. Je ne peux quand même pas mentir. Je ne peux pas enrober. Je ne peux pas vous dire que dès la mort de Moulin, il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, c'est de savoir la vérité. Ce n'est pas vrai. Je vous parais certainement comme un monstre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne vous parle pas de mon chagrin. Oui, du chagrin d'enfant que j'ai eu à ce moment-là. Et probablement qui ne s'est jamais arrêté. Mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était que s'est-il passé après la mort de Jean Moulin, enfin l'arrestation de Jean Moulin, pour que la résistance continue. Et le sujet, c'était ça. J'étais seul pendant 1 mois à Paris. Vous comprenez, je n'avais pas sangloté toute ma journée. Écoutez, j'avais des rendez-vous, j'avais des papiers à répondre, il fallait que ça marche. Et la liaison avec la zone libre devait continuer. En fait, tout devait continuer comme si Jean Moulin était là. Et le jour où il a disparu, c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui intéresse l'histoire. Et pas du tout, hélas, pas du tout, ce qui était passé après que Barbie ait emmené Jean Moulin en voiture. Ça c'est, pardonnez-moi, c'est la petite histoire.